Donc maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Camille Riverti, qui est docteur en anthropologie au laboratoire d'anthropologie sociale. Elle organise également un programme ANR. ANR, c'est l'Agence nationale de la recherche. Donc, pour organiser un programme ANR, il faut vraiment avoir des épaules très solides. Donc, c'est scientifiquement un niveau très élevé. Et donc, ces programmes ANR s'appellent les carnets des Nambi-Kwara de Lévi-Strauss au centre Georges Simmel à l'école des hautes études des sciences sociales. Elle a fait une thèse en anthropologie sociale qu'elle a soutenue en 2019. Donc, je suis admirative avec une thèse soutenue aussi récemment d'avoir déjà ces niveaux-là d'ANR. Et donc, sa thèse portait sur la farce verbale quechua, une ethnographe, un pays burlesque et érotique. Elle est spécialiste du jeu et de l'humour. Elle a co-organisé avec Thierry Wendling, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais qui est un membre historique du GIS et qui travaille beaucoup avec nous. Elle a co-organisé avec lui de novembre 2020 à juin 2021 un séminaire sur l'anthropologie du jeu, soumettre l'épistémologie à la question ludique à l'école des hautes études des sciences sociales. Et la présentation qu'elle va nous faire aujourd'hui s'intitule Jouer à la violence conjugale, l'alliance burlesque dans les Andes, Pérou, et qui est dans les droits fils de ses recherches. Et je pense que dans les fils aussi de l'actualité. Donc, vraiment, on va vous écouter avec beaucoup d'attention. Est-ce que je peux me servir un verre d'eau? Merci pour cette présentation. Et j'en profite aussi pour remercier aussi à mon tour Boris Noyer pour l'organisation de cette journée d'études, ainsi que Thierry Wendling qui m'en a parlé le premier, qui m'a mis en contact avec Boris. Je vais juste peut-être préciser quelque chose. C'est vrai que le mot organisatrice est peut-être un peu ambigu. En fait, c'est difficile de trouver un mot. Alors, j'organise pas toute seule ce programme d'études, enfin ce programme de recherche ANR. Il est coordonné par Emmanuel Devaux, qui est chercheur à l'EHESS et qui était mon directeur de thèse à l'EHESS. Et voilà, donc en tant qu'ingénieur d'études, je contribue, disons, à l'organisation, mais bien sûr, je ne le porte pas du tout toute seule. Voilà, mais bon, je vous invite en tout cas, si ça vous intéresse, à aller voir. Il y a un carnet de recherche hypothèse, c'est le carnet Nambi-Kwara qui suit un petit peu à l'actualité de ce programme qui s'intéresse donc au carnet de terrain de Lévi-Strauss lorsqu'il était au Brésil dans les années 30. Très bien. Alors, d'abord, c'est elle. Avec ma main, je vais te gifler. Puis, lui. Moi aussi, je vais te donner des coups de pied. Elle. Je vais te donner une bonne raclée. Lui. Moi, je vais faire de tes cheveux un nid d'oiseau. Elle. Tes yeux d'agave, je vais te les faire sauter. Lui. Et tes seins, je vais en faire des seaux d'eau. Elle. Cul volant. Lui. Tes yeux, moi, je vais te les faire gonfler, je vais te les boucher. Elle. À toi aussi. Lui. Je vais te faire vendre des pommes. Elle. Moi aussi, je vais te faire vendre. Lui. Des petites pommes de terre Wailou tu vas vendre. Elle. C'est toi qui vas vendre. Lui. Nous allons vendre ensemble. Elle. D'accord. Et les gens rient. Voici en substance ce qu'ils se dirent. Elle, c'est l'ethnographe, parti vivre 1 an dans une communauté du Pérou. Lui, c'est un homme d'une 60aine d'années qui accompagne son frère dont l'épouse est décédée. Mais elle s'accorde en fait au pluriel, car à côté de l'ethnographe, il y a des femmes qui soufflent en quechua les réparties appropriées pour que l'ethnographe qui avait appris la langue avant de partir répète. C'est donc le début d'une joute, c'est de l'humour burlesque en langue quechua. C'est un événement de parole qu'on appelle burla, farce. Nous sommes dans les Andes centrales péruviennes, à 3600 mètres d'altitude, dans une communauté bilingue quechua-espagnol du département de Huancavelica nommée San Juan de Dios, quelques semaines après l'arrivée de l'ethnographe.
C'est le 3e jour de funérailles dans la maison endeuillée, où s'entassent une bonne quarantaine de personnes venues allumer des bougies en l'honneur de la défunte. À la fin de la farce verbale, qui dure 8 minutes, l'homme insiste pour emmener son interlocutrice en ville, boire des caisses de bière, puis à sa maison. Les 2 interlocuteurs finissent par se mettre d'accord, ils resteront ensemble à la communauté, où il construira une maison, comme font les jeunes hommes, dans le quartier au début d'une relation maritale. Des 25 farces enregistrées in vivo, transcrites, traduites, analysées, qui composent notre corpus de départ, il s'agit sans doute de la farce la plus violente dans les mots, la farce à la teneur la plus agonistique. Il s'agira dans cet exposé de comprendre, dans la perspective de l'anthropologie linguistique, ce qui se passe dans ce drôle de jeu, lorsque l'ethnographe et ses interlocuteurs jouent à faire comme si ils étaient des époux qui se frappent, qui se giflent, qui s'arrachent les cheveux, bref, 2 époux dans l'éclat de la violence conjugale. Nous poserons les questions suivantes. Pourquoi le frère du veuf, l'ethnographe et les souffleuses? Pourquoi jouer à la violence conjugale? Donc d'abord, le frère du veuf. C'est donc bien lui qui lance les joutes burlesques durant les premières journées des funérailles dans la maison endeuillée, qui dans les Andes durent 10 jours. Mais voilà qu'au bout du 3e jour, l'homme veuf, c'est-à-dire l'homme qui vient tout juste de perdre son épouse, s'exclame devant moi « Je suis seul maintenant, il faut que je m'en cherche une autre, de femme. Sapaliaikani horta maskaka moussar », me désignant implicitement comme sa future épouse. À partir de ce moment-là, le frère du veuf s'efface dans le jeu, et c'est le veuf qui prend la relève du burlesque auprès de l'ethnographe, comme si le frère avait en quelque sorte servi de préambule, de préparation à l'homme veuf, lequel formera avec l'ethnographe le duo burlesque de référence durant les funérailles, mais aussi, devrais-je dire, durant tout le terrain. Il est courant dans les Andes de prendre les veufs ou les veuves comme cible de plaisanterie. Valérie Robin-Acevedo, dans sa belle ethnographie sur les pratiques funèbres andines, miroir de l'autre vie, en fait aussi mention. Car les farces aident à prendre soin, kuyai, prendre soin des participants en les maintenant éveillés après les longues veillées, prendre soin des veufs et de la famille endeuillée en les égayant, en les enjoignant à ne pas pleurer, prendre soin de l'âme de la défunte que les pleurs des proches risquent de retenir dans le quartier, d'entraver son bon départ au ciel. La nièce de la défunte explique ainsi que si la famille pleure, l'âme sera expulsée du ciel par Dieu, qui dira « Dépêche-toi, va faire taire ta famille ». La joie participe donc au bon déroulement des funérailles, et l'enterrement, fort heureusement, fut jugé bon par la belle-sœur du veuf, car personne ne pleurait, à l'exception de quelques enfants. De l'autre côté, l'ethnographe. Il faut savoir que dans les Andes, l'ethnographe est systématiquement prise à partie par les farces, non seulement lors des funérailles, mais lors de la plupart des événements sociaux, mariages, célébrations du bétail, fêtes patronales, que les farces soient d'ailleurs lancées par des hommes jouant à être le futur époux de l'ethnographe, ou bien par des femmes jouant à la mariée avec leur fils, avec le musicien du mariage, avec son propre compagnon, autrement dit, des femmes qui jouent à être les belles-mères, les marraines de mariage, les entremetteuses. Le surnom de l'ethnographe, d'ailleurs, en particulier dans le marché de la petite ville d'à côté, est la bru de Pitimpata, Pitimpata Lumchuinin, la bru du quartier de Pitimpata, comme si l'ethnographe n'était pas venu pour faire une ethnographie, mais bien pour trouver un mari, ou plutôt pour le suivre à son lieu de résidence, selon la logique virilocale. Mes interlocuteurs m'expliquent du reste que je suis cible du burlesque quechua, car je suis étrangère, gringa, et célibataire, soltera, sapan, étrangère. D'accord, mais célibataire, voilà qui m'étonne, puisque je suis sur le terrain avec mon compagnon, connu de tout le quartier. Mais mes hôtes me précisent que pour échapper à cette étiquette de célibataire, il faut être marié, il faut que les habitants du quartier connaissent ma belle famille et qu'ils aient célébré avec nous quelque chose, le mariage ou les fiançailles. On constate ainsi dans cet humour des funérailles une double ratification des alliés burlesques, une ratification immédiate
L'étrangère est prise comme cible tout le temps et une ratification progressive du frère à l'homme veuf. À première vue, tout semble opposer le couple ainsi composé par la farce. L'homme veuf est d'ici, l'ethnographe est de là-bas, l'homme veuf est âgé, 60 ans à peu près, l'ethnographe plus jeune, 25 ans. Mais si nous tenons en compte les épithètes vernaculaires qui leur sont prêtées et les attentes sociales dont ils sont l'objet, il apparaît que l'homme veuf et l'étrangère se ressemblent bien plus qu'il n'y paraît. L'homme veuf est veuf, c'est-à-dire qu'on attend de lui qu'il répète, yapakouille, la vie maritale après 1 an de veuvage. L'ethnographe, elle, est dite célibataire. Autrement dit, tous les deux, l'étrangère et le veuf, sont dépourvus de conjoint, occupant ainsi une zone grise immédiatement avant et après ce qui est reconnu comme un couple dans les ondes. Autrement dit, il manque d'affinité. Ou encore mieux, l'étrangère et le veuf se situent dans la latence de l'alliance. On s'attend à ce qu'ils trouvent un conjoint dans un futur relativement proche. Or, cette zone grise n'est pas anodine à San Juan de Dios, une société où la conjugalité est fondamentale pour la vie sociale, économique et politique, puisque être en couple, c'est être en mesure d'établir des liens de compérage entre couples de compères, et être en couple, c'est être en mesure d'assurer les charges politiques qui sont obligatoires et qui se portent à 2. Enfin, les souffleuses, personnages non ratifiés qui se meuvent dans l'ombre du burlesque polyphonique. Examinons qui sont ces femmes, car il s'agit presque toujours de femmes, qui font circuler la parole burlesque durant les funérailles, en soufflant à l'ethnographe. Ce sont les belles-sœurs, les cousines, la belle-mère de l'homme veuf et de son frère, autrement dit, les femmes liées à eux par l'affinité. Alimentant la joute par leur soufflement et orientant le scénario en direction de l'accord final, celui de construire une maison, c'est-à-dire d'officialiser l'alliance, ces femmes paraissent socialiser à l'alliance ceux qui en manquaient. Autrement dit, tout se passe comme si ces femmes, ces souffleuses, invitaient le veuf et l'étrangère, le temps du burlesque, à rejoindre le groupe des alliés, noyau dur du social à San Juan de Dios, manifestant ainsi une attente particulière sur leur marginalité vis-à-vis du statut de l'alliance. On peut presque entendre derrière la farce « alliez-vous » ou encore « ici, il faut être en couple ». Manque d'appartenance, manque d'affinité, tout se passe comme si l'étrangère, par son caractère étranger, était en manque d'affinité, et comme si en retour l'homme veuf, par son manque d'affinité, devenait en quelque sorte étranger à un groupe social se définissant d'abord par le fait d'être un groupe d'alliés. Et là loge sans doute la tension du burlesque, tout en partageant une condition, le manque d'affinité, qui rendrait leur alliance possible sur le plan strictement technique. Cette alliance est improbable, mais aussi doublement inappropriée. D'abord à cause de l'interdit qui pèse sur l'homme veuf durant 1 année, et ensuite à cause du gouffre générationnel entre les 2 alliés burlesques, dans une société où les classes d'âge ordonnent les unions. Se dégage alors une espèce de paradoxe. Dès lors que la farce affirme, par son cadre de participation, la nécessité de s'allier à ceux qui sont en manque de conjugalité. Pourquoi met-elle en scène des alliances littéralement abusives, où les époux se frappent, où les époux se donnent des coups de pied, s'arrachent les cheveux, se contraignent au travail? Car loin de taire la question de l'abus conjugal, les farceurs en font le leitmotiv premier du burlesque. D'abord, posons-nous la question, qu'est-ce que l'alliance conjugale dans les Andes, en tout cas dans cette communauté? La première chose qu'on peut en dire, c'est sans doute que la violence s'y imprime en vert. Les yeux que les coups gonflent et bouchent ne se teintent pas d'une couleur beurre noir, comme le français aime à le dire, mais bien d'une couleur verte, comme les pommes. On comprend mieux, peut-être, j'espère, désormais la transition thématique peu évidente à nos oreilles, opérée par le farceur entre « je vais te boucher les yeux » et « je vais te faire vendre des pommes », qui servent donc souvent à métaphoriser la violence conjugale. Pommes qui, du reste, deviennent aussitôt dans la farce des pommes de terre wairu, car les femmes de cette vallée vendent bien davantage les pommes de terre qu'elles cultivent que les pommes originaires de régions plus chaudes. Et les pommes de terre wairu sont, en l'occurrence,
des petites pommes de terre allongées, particulièrement appréciées non seulement au goût, car elles sont friables et farineuses, mais aussi au goût de l'humour masculin, à cause de leur forme phallique. La seconde chose qu'on peut dire, c'est que la violence conjugale est une problématique dans la région, à ce point thématisée que les gens eux-mêmes en font des farces, et que même si les femmes, dans leurs discours, les renvoient souvent aux choses moches et inappropriées filles des temps passés, il n'est pas rare encore aujourd'hui de croiser sur son chemin une femme dont le chapeau rabaissé sert à dissimuler un œil vert ou un nez fracturé. Mais réflexive, la farce s'exprime elle-même en quelque sorte sur le sujet, puisque quelques tours de parole plus tard, lorsque l'agonistique de la joute s'est quelque peu essoufflé, l'homme explicite. C'est pour prendre soin de... c'est pour prendre soin. Tes mots sont déjà en train de me plaire. Aha, kuyai kachkan chai palabraiki gustawachkaniam. Ce qu'il est possible d'entendre de deux manières. D'abord à l'échelle du contexte d'énonciation. Ces mots burlesques, c'est pour prendre soin de la famille endeuillée, des participants, voire de la défunte. Ou bien à l'échelle du scénario burlesque, ces menaces de violence conjugale que nous venons tout juste de formuler, c'est pour prendre soin de toi, ma petite épouse. Car l'énoncé fait écho à un dicton local, surtout repris par les hommes qui disent avec joie et bonne humeur durant les fêtes, « Amour dans la sierra, s'il ne frappe pas, il ne t'aime pas ». Ou encore, en frappant, l'homme prend soin de la femme. Amor serrano, mana mahasuptiki, mana kuyasum kichu, hari mahaspa kuyan. Ce qui rend manifeste une différence de genre, c'est bien l'époux qui frappe l'épouse dans les discours ordinaires à ce sujet. Et de fait, les hommes comme les femmes de la communauté placent les hommes dans leur discours du côté du surplus de violence, surplus de travail ou surplus dans la capacité à boire, trois thèmes qui saturent le burlesque quechua. Il n'est donc pas indifférent que les souffleuses fassent répondre à l'ethnographe « moi aussi » dans chacune de ces situations. Moi aussi, je vais te frapper, moi aussi, je vais te faire travailler, moi aussi, je vais boire, voire moi encore plus. Or, dire « moi aussi », stratégie, disons, de mimésis pour aller vite, c'est jouer le jeu d'un engrenage de surenchère de violence où les gifles s'enchaînent aux coups de pied, à la prise de chignon, aux yeux bouchés. Autrement dit, c'est rendre la violence conjugale totale lors du burlesque. C'est mettre à l'épreuve l'alliance performée d'une violence conjugale totalisante et envahissant les moindres interstices de la farce. Or, à San Juan de Dios, la violence conjugale n'est pas considérée comme une raison valable pour mettre fin à une relation maritale qui doit durer hasta morir, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Anticipant les situations de violence, les parrains et marraines de mariage grondent Kharchaï, les futurs mariés, lors des fiançailles, parfois à l'aide d'un petit fouet, en leur disant par exemple, ça c'est le cas de mon hôtesse, une femme qui s'exprime, « Maintenant, ne retourne pas chez ta mère quand il te frappe, quand il te dispute. Tu arrives chez ton mari, là-bas, quoi qu'il arrive, de toute façon. Ainsi, de cette façon-là seulement, tu supportes. Moi, je ne t'ai pas obligé à l'aimer en te disant « épouse cet homme » ou « sois avec cette femme ». Il faut donc, selon l'idéal, faire tenir l'alliance jusqu'au bout, coûte que coûte, malgré les violences. Et il peut être étonnant pour une oreille non accoutumée d'entendre les femmes critiquer celles qui se sont échappées des mains d'un mari maltraitant pour retourner au domicile parental, ou encore de les entendre qualifier d'idiotes ou pas, celles qui ont épousé un homme coureur de jupons, lorsqu'aujourd'hui elles les voient marcher le visage défiguré suite au coup. Or, idiot est aussi précisément ce qui est sous-entendu à chaque réplique du burlesque, dans une sorte de mouvement de balancier. Et c'est aussi ce qui devient explicite lorsque le sous-texte sexuel de la farce est brûlant. Par exemple, lorsque la vente de pommes de terre se transforme quelques tours de parole plus tard dans cette farce en semaille nocturne de pommes de terre, toujours, nous allons semer ensemble des petites pommes de terre tout à l'heure, ce soir. Les souffleux s'exclament « Idiot, dis-lui, idiot !»
Wantino, ni. Car dans le burlesque, il s'agit de ne pas devenir l'idiot de l'autre, de ne pas se laisser enfermer dans la catégorie d'idiote ou pas, en rétorquant « moi aussi », en retournant la situation en personne dite lissa, qualificatif hautement valorisé par les femmes pour désigner celle qui répond, celle qui ne se laisse pas faire, celle qui ne se laisse pas avoir. Au contraire, la femme ou pas, la femme donc idiote, c'est la femme qui, n'ayant pas refusé l'alliance au moment où elle le pouvait, s'est fait avoir en se laissant enfermer dans une position sociale, véritable piège, dont elle ne sort plus, mariée à vie avec un homme qui la maltraite et qui la frappe. Le burlesque met ainsi en scène des alliances où la femme ne devient pas l'idiote, la dupée, l'abusée de l'homme. En conclusion, ratifiant l'ethnographe comme cible première, le burlesque ne manque pas de travestir la relation ethnographique, ni de dérouter le sérieux dont se part généralement l'anthropologue en quête d'information. Il n'est donc guère étonnant que la farce verbale quechua soit passée pratiquement inaperçue dans les Andes, ni que l'humour possède peu de visibilité en tant qu'objet dans le champ anthropologique. Mais loin de nous faire sortir du champ de la signification de l'information, le détour par le burlesque s'offre à l'ethnographe comme une situation singulièrement épaisse. Cette épaisseur se manifeste notamment dans le double jeu du burlesque quechua que nous avons essayé de dégager lors de cet exposé, entre injonction à la conjugalité, alliez-vous, et déplacement dystopique de l'alliance, frappons-nous. Mais ce double jeu n'est pas une simple contradiction, car on réifie d'autant mieux que l'alliance se déplace à sa limite, poussant la norme de l'alliance dans ses derniers retranchements, c'est-à-dire dans les situations limites que sont les situations abusives. Les farceurs mettent en scène le poids normatif d'une injonction à laquelle personne ne doit se soustraire, y compris dans les cas de violence. L'alliance doit tenir dans la violence, nous dit la farce, mais l'alliance ne peut se dissoudre dans l'abus. Le burlesque déploie ainsi la complexité d'une double éthique de l'alliance et, montrant là où l'alliance a du jeu, esquisse les contours d'une bonne vie dans les Andes. Au travers de cet outil à penser qu'est le burlesque, les farceurs se livrent en somme à un exercice réflexif, mais aussi intimement éthique et politique, où ils mettent à l'épreuve du burlesque les injonctions travaillant leur société et se rappellent à eux-mêmes en tant que groupe d'alliés. Je vous remercie.